Vous écoutez Les grands crimes de l'histoire. Qui est le véritable assassin de Jean Jaurès? Deuxième partie. Il n'en faut pas plus pour Villain qui, dès ce 28 juillet, décide de rejoindre la capitale. Il monte dans le train pour Paris, il va à Paris et il va directement chez Jean Jaurès. Lorsqu'il arrive, il tombera sur une manifestation pacifiste. Dominique Paganelli, journaliste et auteur de Il a tué Jaurès. Ça va le mettre hors de lui, c'est pour ça qu'il ira immédiatement chez Jaurès, dans le but de le rencontrer et de l'assassiner, de lui tirer dessus. Il va être obsédé par Jean Jaurès. Maître Cathy Richard, avocate pénaliste. On va avoir un envahissement psychique dans son esprit de faire disparaître Jaurès pour rendre sa force à la France. Il avait cette fixation, et puis après, tout ce qu'il pouvait lire ne pouvait que l'inciter pour un esprit comme le sien. Ça n'a pas imprimé chez tout le monde de cette façon-là, mais un esprit comme le sien, de dire, bon, il faut se débarrasser de ce Jaurès-là. Un crime que Raoul Villain a mis à exécution. Jaurès, le pacifiste, est enterré quelques jours plus tard. Il y aura des milliers de personnes. Gilles Candard, historien et président de la Société d'études jaurésiennes. Ça sera évidemment des obsèques poignantes, où tout le monde comprend que Jaurès assassiné, la guerre arrive en même temps. La direction du Parti socialiste va être très vite effondrée et va avoir le sentiment que Jaurès mort, il n'y a plus rien à faire. La consternation est aussi affective. Renaud Thomazeau, historien. Quand même, Jaurès, c'est leur grand bonhomme, c'est leur guide, c'est le grand homme de la gauche. Un grand homme tombé sous les balles d'un fanatique? Mais alors, Raoul Villain a-t-il prémédité son crime? A-t-il agi seul? Comment s'est-il organisé? Les policiers veulent en savoir plus. Ce n'est pas, comme certains l'ont dit, un geste de folie. Éric Lafont, directeur scientifique du musée de l'histoire vivante à Montreuil. Où il se soit retrouvé dans la rue, il a vu Jaurès et par folie, il a sorti son revolver. Non, il a préparé. Villain il va se rendre dans une armurerie, qui va se procurer des balles pour mettre dans son petit pistolet à émarlès. Il va utiliser son Smith & Wesson, il s'arme. Raoul Villain avait, à 2 reprises déjà, la veille et l'avant-veille, tenté de tuer Jaurès. La première fois, il était resté devant chez lui, attendant Jaurès, dans le but de le tuer, disait-il, mais Jaurès n'était pas là, il était en Belgique. Le lendemain, il est allé au Café du Croissant, il y avait Jaurès, mais son irrésolution, comme il dit, il ne l'a pas tué. Donc il s'en voulait beaucoup, et c'est pour ça que le 31, il était décidé à le faire. Jean Jaurès est un des hommes politiques les plus connus. Son gabarit, sa stature font qu'il est facilement reconnaissable. Gilles Bertiel, ancien juge d'instruction. Tout le monde sait que c'est le patron de l'humanité, donc c'est pas très difficile d'attendre. C'est comme ça que Raoul Villain va repérer les 2 restos qu'il a l'habitude de fréquenter, dont le Café du Croissant. Donc la préméditation, elle est là. Il va griffonner sur son petit carnet toute la journée. On retrouve ce carnet où les choses sont n'ont pas forcément de sens, mais il va griffonner ce que fait Jean Jaurès dans sa journée, où il va, ce qu'il fait. Mais pour lui, bien sûr, tout est très clair. D'ailleurs, ce soir-là, avant de tirer, Villain s'est conditionné. C'est vrai que le 31 juillet, il s'est préparé. Il s'est préparé en allant chez le coiffeur. Il s'est préparé en allant acheter des balles blindées et en les essayant chez l'armurier. Et chose extraordinaire, lui qui est un ascète, va aller dans un restaurant à la mode, très connu à l'époque, chez Pocardi, se faire un véritable repas. Il rompt toutes les barrières qui le retenaient jusque-là. Et ce jour-là, il va tuer Jaurès. Jean Jaurès est mort. Et on tient son assassin. Et celui-ci dit « j'ai agi seul ».
Mais est-ce que c'est si simple ? Est-ce que tout s'explique ? La question qui se posait est de savoir si Villain avait des complices. C'est une grande question. Car si Villain continue de jurer qu'il n'a ni complice ni commanditaire, voilà que sa version est contredite. Des témoins ont rapporté que le soir de l'assassinat, on aurait vu, avant que Villain ne commette son acte, on aurait vu des gens rôder autour du café du Croissant, regarder par les fenêtres. Mais qui sont donc ces rôdeurs ? Que faisaient-ils là ce soir-là ? En voulaient-ils à Jaurès ? Et si oui, pourquoi ? Ils sont nombreux à vouloir la mort de Jaurès. Et l'extrême droite française, le nationalisme français, on peut le dire, on peut le considérer, c'est le pire ennemi de Jaurès. Ils veulent sa peau. Bien sûr, on pense tout de suite à l'extrême droite, donc à vraiment cette droite nationaliste, parce que s'il y a un sale type sur lequel on peut déverser toute sa haine, c'est Jaurès. Donc il est la cible privilégiée. Mais Raoul Villain ne dit rien et on ne retrouvera jamais ces rôdeurs. La piste s'arrête là. Quand une autre hypothèse voit le jour, celle d'un complot fomenté par les Russes. On aurait trouvé une note dans les années 20, dans les archives du commissariat de la guerre à Moscou, comme quoi les services de police du tsar seraient impliqués. Et le gouvernement russe et l'ambassade russe en auraient voulu à Jaurès. Jacqueline Lalouette, professeure émérite en histoire contemporaine. Parce que depuis plusieurs années, il condamnait le régime tsariste en tant que régime politique. Il condamnait sévèrement l'alliance franco-russe avec ses côtés secrets. Il y a plein d'éléments. Par exemple, Jaurès est un dénonciateur de l'alliance franco-russe. Il pense que c'est une très mauvaise chose, l'alliance franco-russe. Jean Jaurès a fait campagne contre les emprunts russes. Le journal L'Humanité a refusé d'être payé comme d'autres titres français par les Russes. Contre l'alliance entre les deux pays, contre les emprunts lancés par la Russie pour renflouer ses caisses. Autrement dit, Jaurès était dans le collimateur des Russes. Et puis, un élément de détestation qu'ont les Russes que les tsaristes ont envers Jaurès, c'est qu'en 1905, quand il y a la guerre entre le Japon et la Russie, tsariste, Jaurès prend fait et cause pour le Japon. Par ses positions très tranchées, Jaurès s'est donc mis à dos la Russie et son principal représentant en France, l'ambassadeur Izvolsky. Izvolsky, c'est un personnage détestable. C'est un personnage qui est là au service du tsar pour magouiller, influencer, créer des tissus de réseau, voilà, avec cet emprunt russe, avec la relation franco-russe, etc., qui est une détestation des socialistes. Oui, Izvolsky était particulièrement dénoncé par Jaurès. C'est une fripouille. Donc il aurait pu être sur place et monter l'affaire. Izvolsky détestait Jaurès, qui le lui rendait bien. Or, il s'avère que le jour même de l'assassinat, les deux hommes se sont affrontés. Jean Jaurès aurait, le 31 juillet 1914, croisé au ministère des Affaires étrangères Izvolsky et aurait dit à mi-voix « Voilà le fauteur de guerre ». Izvolsky l'aurait entendu, lui aurait jeté un regard sombre et aurait décidé de se venger. Jaurès a-t-il ce jour-là signé son arrêt de mort ? Izvolsky se serait-il vengé en fomentant l'assassinat ? En envoyant Raoul Villain pour l'exécuter ? Quand Izvolsky a appris la mort de Jaurès, il l'a salué en levant son verre. Qu'Izvolsky soit pris une double ration de vodka pour fêter la mort de Jaurès, je veux bien. De monter un complot pour assassiner Jaurès, c'est quand même un petit peu tordu, et pour un ambassadeur qui avait des intérêts en France, quand même un petit peu dangereux. On peut penser que le gouvernement français n'aurait pas bien pris que l'ambassadeur de Russie en France mette à préparer l'assassinat d'un des principaux hommes politiques français. Quand même, ça lui aurait valu quelques ennuis. D'autant que là encore, Raoul Villain nie tout lien avec Izvolsky.
Il n'en faut pas plus pour mettre les Russes et l'ambassadeur hors de cause. Pour les policiers, il reste pourtant une autre piste à creuser, et pas des moindres, celle de l'ennemi de toujours. L'Allemagne aurait été intéressée à l'assassinat de Jaurès parce que cet assassinat aurait pu faire naître des troubles très violents en France et qu'avec un contexte de troubles et de révolution, la France aurait été très gênée dans son action de guerre. D'autant que Jean Jaurès ne se contentait pas de combattre la guerre par la plume ou les mots. Il avait réfléchi à un stratagème, un plan redoutable. Il disait, moi je vais arrêter la guerre grâce à des actions syndicales, à une grève internationale. Il disait, la SFIO demandera aux ouvriers de se mettre en grève pour éviter de fournir les usines d'armement, les trucs, et la classe ouvrière allemande va faire pareil. Si tous les ouvriers faisaient grève, comment vous faites la guerre sans soldats, hein, la grève des soldats, voilà une idée. Et ça il y tient. Il essaye de convaincre les gens que ça peut être ça. Donc, vous comprenez tout de suite que pour les patriotiques, pour les va-t-en-guerre, Jaurès, c'est vraiment c'est l'homme à abattre. Vilain dans sa folie patriotique, a-t-il été jusqu'à s'allier avec les Allemands pour tuer Jaurès ? L'hypothèse est belle. On peut s'interroger sur qui a armé la main de cet homme. Comment est-ce qu'il s'est armé ? Pour le savoir, il y a bien un moyen. Faire parler les armes. Le hammerless que Vilain avait dans sa poche et le Smith & Wesson retrouvés sur place. L'expertise n'a pas eu lieu alors que, à l'époque, il y avait déjà, en police technique et scientifique, les premières techniques d'analyse balistique. René-Georges Quéry, ancien commissaire de police. Évidemment, elle n'était pas aussi sophistiquée qu'à notre époque, mais que ça existait déjà. On pouvait déjà déterminer, en prenant une balle, je dis bien la balle, c'est-à-dire l'extrémité de la cartouche, la partie qui blesse et qui tue, on pouvait, en analysant une balle, déterminer le revolver qui avait utilisé la cartouche. C'était déjà possible avec les rayures, et ça n'a pas été fait a priori. Donc l'enquête a été un petit peu bâclée. Elle n'a pas été faite avec beaucoup de sérieux et de sérénité. Pas d'expertise balistique et seulement quelques interrogatoires qui ne donnent pas grand-chose. Lui va dire, oui, je suis allé chez un armurier acheter des cartouches, mais ces armes, elles viennent d'où, ces armes ? On ne l'imagine pas acheter des armes. Et puis, quand on va chez l'armurier en question, l'armurier ne peut pas répondre parce que son employé est mort dans les tranchées. La guerre, elle est cruelle, effroyable, personne ne s'y attendait dès les premiers mois. Donc franchement, là, tout l'effort porte là-dessus. Ça n'est pas l'affaire Vilain, il est sous les verrous. Donc, c'est pas ça qui préoccupe la justice, on a le temps. Donc, les éventuels témoins, les éventuels personnages qui pourraient pu être entendus, tous ces hommes sont partis à la guerre. On ne sait plus où ils sont, et le temps passe. On ne saura donc rien sur la provenance des armes de Raoul Vilain, et c'est loin d'être le seul mystère. Il avait une certaine somme d'argent à sa disposition, puisqu'il s'est acheté des vêtements neufs, il s'est acheté le revolver, il a acheté des chaussures neuves. Donc, des questions se sont posées sur la provenance de cette somme d'argent dont il avait pu bénéficier. Est-ce que cet argent lui avait été versé par des commanditaires de l'assassinat ? Il dira que c'était de l'argent qu'il avait économisé, que son frère lui avait donné de l'argent. Il y a quand même des éléments douteux. D'où vient cet argent ? La réponse qu'il en donne, le mont-de-piété, ma tante, là où on peut apporter quelque chose, et cette réponse, elle ne peut pas satisfaire. D'abord parce qu'il faut avoir des choses à gager. Il n'est pas capable de dire ce qu'il aurait gagé.
Puis ensuite, parce que dans ces cas-là, on peut retourner chercher les choses gagées. Ça se vérifie, ça. Ça n'a jamais été vérifié. Est-ce qu'on lui a donné cet argent pour aller tuer Jaurès? Ça n'a jamais été établi. Aujourd'hui, les circuits financiers sont tels et la pression fiscale est telle avec les services fiscaux qu'on arriverait quand même probablement à en trouver un peu l'origine, même si c'est de l'argent liquide, et on aurait sûrement une explication aujourd'hui sur l'origine de cet argent. Il semble bien que les vérifications aient été menées de façon expéditive. Ce n'est que bien plus tard que le garde des Sceaux a intimé l'ordre de reprendre l'enquête. Reprendre l'enquête 4 ans après, ça n'a absolument aucun sens, mais vraiment aucun sens. Tout ça, ça a été comme un peu bâclé. Pourquoi ? Je ne sais pas, est-ce que c'est un manque de conscience professionnelle ou est-ce que les gens se sont dit, bon, on a l'assassin, c'est bon, on va pas se compliquer la vie pour un type qui finalement a tué un ennemi de la patrie. Quoi qu'il en soit, la piste allemande, comme toutes les autres, tombe aux oubliettes, faute de recherche ou de preuves. C'est donc seul que Raoul Villain doit faire face à ses juges. Villain, bien conseillé, sollicite sans arrêt que soit repoussée cette date d'audience. Et c'est après l'armistice qu'on va décider de juger Villain. Car entre-temps, bien sûr, personne ne veut remettre cet assassinat sur le tapis. Que penseraient les Français si on reparlait de Jaurès qui voulait empêcher cette guerre qui est en train de faire des millions de morts ? 1919, lorsqu'on arrivera au procès, après X renvoi, puisque l'acte d'accusation définitif sera établi le 22 octobre 1915, ça veut dire qu'à partir de cette date, il peut être jugé. Il y aura différents reports, différents renvois du procès, et c'est au bout de 56 mois de détention provisoire que Raoul Villain sera enfin jugé. Près de 5 ans se sont donc écoulés. Une éternité. Entre le moment où Villain a tiré sur Jaurès et celui où il se présente devant la cour d'assises de la Seine, le monde n'est plus le même. Le procès s'ouvre au mois de mars 1919. On est à quelques mois de la signature du traité de Versailles. La France a gagné. Elle n'en a que faire de ceux qui étaient contre la guerre, voilà 5 ans, comme Jaurès. Dans cette France qui va voir le procès de Villain, eh bien, on ne veut parler que de victoire. On a gagné la guerre, on a récupéré l'Alsace-Lorraine. Et qu'est-ce qu'il a fait, cet homme ? Finalement, cet homme, il a permis que la guerre ait lieu. Il a permis qu'on récupère l'Alsace-Lorraine. Quelque part, Raoul Villain avait raison. Tout le monde attend donc de voir le visage de l'assassin. Il paraît complètement falot, effacé, et les journalistes qui sont présents sont étonnés de voir que c'est un homme aussi quelconque qui a assassiné Jaurès. Un homme quelconque et une ambiance étrange qui plane dès le départ dans la salle. On pourrait penser qu'après tout, c'est un procès assez simple. Raoul Villain a tué Jaurès, Raoul Villain reconnaît qu'il a tué Jaurès, Jaurès est mort, voilà, on juge l'assassin. Or, en fait, ça ne s'est pas passé comme cela. Car on va vite oublier les victimes de ce procès. Pourtant, la famille de Jaurès est là pour faire face à Villain. Louise, la veuve de Jaurès, elle a perdu son mari en 14, mais elle a perdu son fils en juin 1918. Elle a cher payé. Mais on ne parle pas de l'homme, Jean Jaurès. On parle du socialiste, du pacifiste, du tribun, de l'orateur, de l'homme déterminé, qui a dit les menaces de la guerre, etc. On parle de lui, voilà. Donc il n'existe pas, et c'est l'époque qui veut ça. Et le procès est devenu un grand procès politique. La partie civile s'organise autour de 3 avocats choisis sur des critères politiques par la direction du Parti socialiste. Et la défense de la partie civile, le rôle de ces avocats est un rôle politique. Ce rôle politique est d'empêcher que la personnalité de Jaurès soit attaquée et d'empêcher que le Parti socialiste soit attaqué. Il faut donc exalter Jaurès, mais éviter que soient discutés des thèmes qui pourraient
gêné. Les partis civils vont défendre Jean Jaurès et vont faire venir de plus en plus de témoins qui vont venir parler de cet homme extraordinaire qu'il était, de ça. Donc on finit par faire la défense de Jean Jaurès plus que l'accusation de Raoul Villain. Et tout est inversé dans ce sens-là. Dans ce procès, il y a une chose tout à fait étonnante, c'est qu'on va oublier l'assassin, c'est-à-dire Villain. Et les partis civils qui vont nommer des témoins, qui vont déposer à la barre, vont faire l'éloge de Jaurès. Au point que certains journaux diront « Mais c'est le procès de Jaurès ou c'est le procès de Villain ?» Une stratégie désastreuse de la partie civile, un boulevard pour la défense de Villain. Et là, les avocats, ils arrivent et ils disent « Mais attendez, regardez ce pauvre type, ça fait 4 ans qu'il est en prison. » Ce qui est vrai. Regardez en plus, maman est folle, grand-mère certainement folle, enfance malheureuse, bon, toute la rhétorique habituelle de la défense. Un jeune homme avec de lourds antécédents, une enfance malheureuse. D'ailleurs, s'interrogent ces avocats tactiquement, ne serait-il pas un peu fou ? Ce qu'on lit dans les rapports des experts, c'est qu'il n'y a pas d'aliénation mentale, il n'y a pas de délire. Donc Villain pouvait répondre de son acte face à la justice. Amal Hachet, psychologue et experte à la Cour d'appel de Paris. Donc ça veut dire qu'au moment où il a commis cet assassinat, il était en possession de ses facultés mentales. Donc il savait très bien ce qu'il était en train de faire. Aucun expert ne dit que Raoul Villain n'est irresponsable. Mais tous mettent également en avant sa personnalité immature, des prédispositions familiales, une dégénérescence familiale. Et donc, si pour les experts, Raoul Villain doit être jugé, il doit être jugé avec indulgence en tenant de tous ces facteurs. Juger l'assassin de Jaurès avec indulgence, un parti pris que le président de la cour d'assises lui-même semble approuver. Dans un procès en cour d'assises, en cour criminelle, il se passe toujours un moment où le procès bascule. Ce moment-là, il va émaner du président de la cour d'assises, parce que ce président va s'adresser à Villain et il va dire « Vous étiez pour la France. Finalement, c'est un crime passionnel, n'est-ce pas ?» Et donc, c'était quand même très osé d'aller jusque-là. Le crime passionnel, c'est, à la rigueur, c'est presque normal. Eh bien, Raoul Villain, est-ce qu'il n'a pas finalement répondu à une pulsion d'amour pour son pays ? Quand il y avait la passion, on estimait que la passion emportait tout. Voilà, c'est le grand romantisme du début du siècle dernier. La passion emportait tout, et donc la passion excusait tout. Les avocats vont user de ce qu'est l'article 324 du Code pénal, à l'époque, pour dire que c'est un crime excusable. Et s'il est excusable, on va donc excuser l'assassin. C'est donc sur ces mots, sur cette notion de passion, qu'à l'issue de 5 jours de débat, les jurés se retirent pour délibérer. On sait que la délibération a été assez courte. Il y a des délibérations qui durent 2 heures. Là, tout a été réglé en une demi-heure. C'est dire que ça a été rapide, hein ? En une demi-heure, les jurés ont répondu aux 2 questions. Villain est-il coupable ? Et si oui, cet homicide a-t-il été commis avec préméditation ? Non, il n'est pas coupable. La question de la préméditation ne se pose même plus. Et Raoul Villain est acquitté de ce crime qu'il reconnaissait et revendiquait. 11 voix sur 12. 11 jurés sur 12 ont voté l'acquittement. Et il y en a même un qui a dit que bon, c'était bien fait, quoi. C'est ce que ça voulait dire. Je ne sais pas si les autres ne pensaient pas à l'identique, mais en tout cas ne l'ont pas affirmé comme ça. Et voilà quand même un type qui tue. On est sûr que c'est lui. Il n'y a pas le début de commencement de doute sur sa culpabilité. Et finalement, on l'acquitte. Donc, juridiquement, Jaurès a été assassiné, mais il n'y a pas d'assassin.
La famille socialiste est effondrée, c'est une rancœur, une colère. On dit Jaurès a été assassiné 2 fois. Et il y a plus scandaleux encore. C'est la famille de la victime qui paye les frais du procès, qu'on ne met donc pas à la charge de l'auteur de l'assassinat. Ça a été un procès, sinon politique, mais un procès de passion. Ça a été un procès irrationnel. Ça a été un procès idéologique. Après l'acquittement, il y a eu une énorme manifestation à Paris début avril 1919, un dimanche, dimanche 6 avril 1919. Et là, il y a un énorme cortège. Un cortège d'autant plus énorme que la France sait maintenant que Jaurès disait vrai quand il dénonçait les conséquences dramatiques de la guerre. Il y a des millions de morts, de victimes, d'invalides, de blessés. Une France qui a été affaiblie, meurtrie, une France qui est ruinée. Mais en 1919, on voit les invalides, on voit les chaises roulantes, on voit les cul-de-jatte, les manchots, les hommes qui n'ont plus de visage dans les rues. On est dans ce contexte-là. À l'époque, évidemment, les procès en appel n'existent pas. Raoul Villain est donc désormais un homme libre. Après son acquittement, Villain va se rendre chez son père, qui habite Auxerre, qui n'habite plus Reims, parce que Reims a été détruite. Et là, des manifestations auront lieu devant chez lui. Il y aura des manifestations importantes. 5000 mineurs de Carmaux qui vont manifester contre cet acquittement, etc. Il s'apercevra qu'il va être la cible de tous ces gens, de tous les syndicats, etc. Raoul Villain, qui était un pauvre type avant, est resté un pauvre type après. Certaines personnes lui sont venues parfois en aide, mais c'est le pestiféré, c'est le réprouvé, c'est le M, le maudit qui a la marque, infâme, comme dans le film. Il n'a pas sa place dans la cité. Il change d'identité, bien sûr, mais c'est pas en prison qu'il allait faire des études. Intellectuellement, il n'est pas brillant, donc il a dû se dissiper dans... Il avait un petit héritage, apparemment, donc ce qui lui permettait quand même de vivre. Raoul Villain se laisse pousser la barbe et se réfugie à Paris, où il espère trouver l'anonymat. Mais là encore... Il cherche du travail, mais il est repéré partout. Personne ne veut l'embaucher. Donc il y a encore des années de flottement, d'incertitude. Il voyage à l'étranger. Dans les années 20, on pense qu'entre 24 et 26, il a été en Autriche. Il a été à Danzig. On pense qu'en Autriche, il a été compromis dans une affaire de trafic de bijoux. Avant de partir à l'étranger, il avait eu maille à partir avec la justice en France parce qu'il avait été mêlé à un trafic de fausses monnaies. Enfin bref, un homme très étrange et d'une moralité très douteuse. Il n'a pas trouvé de boulot, il a erré, et puis son état mental a visiblement, apparemment, d'après les enquêtes, etc., dégénéré. Jusqu'à être à Ibiza une sorte de pauvre fou du village qui déambulait parfois la nuit. Certains disent qu'il déambulait en chemise de nuit dans la rue. Les enfants du coin lui courent après en criant le fou, le fou. Et puis, il va se faire construire une maison sur laquelle il y aura une grande croix et une statue à la gloire de Jeanne d'Arc. Et alors, les plans sont complètement délirants. La maison, elle a des pièces sans fenêtre, des portes qui amènent sur nulle part. Enfin, cette maison, c'est la maison de l'incohérence totale. Sa vie, après, devient complètement erratique, complètement débile. On voit bien qu'il marche complètement à côté de ses pompes, comme on dit vulgairement. C'est un type perdu. Et finalement, un soir de juillet 1936... 22 ans après Jean Jaurès, on entend des coups de feu dans sa maison.
Et le lendemain, on trouve Raoul Villain, lui aussi, baignant dans son sang, lui aussi atteint de plusieurs balles et tué comme celui qui l'a tué. Je ne dirais pas que c'est justice, ni que c'est la justice divine, mais enfin, c'est une sorte de loi transcendantale du talion qui s'applique, œil pour œil, dent pour dent. C'est à son tour d'être assassiné en 1936. On peut dire que de voir l'assassin de Jaurès abattu par des révolutionnaires espagnols au début de la guerre civile, il y a un certain jeu d'écho qui, évidemment, a sa beauté tragique. Raoul Villain est vite oublié. Mais Jean Jaurès, lui, passe à la postérité. 10 ans après sa mort, sa dépouille est transférée au Panthéon. Faire rentrer cet homme au Panthéon, qui est le lieu sacré de la République, eh bien c'est dire à la nation, cet homme, il est des nôtres, c'est la nation. Aujourd'hui, Jaurès fait partie quand même des grandes figures de l'histoire de France. Il est devenu un des héros du socialisme. On fait toujours référence maintenant à Jaurès. C'est un symbole, mais incontournable, du socialisme, du vrai socialisme, de la gauche de l'époque. Pas du socialisme BCBG et caviar, comme on dit aujourd'hui. Donc, il a eu cette gloire. Est-ce qu'il aurait eu cette gloire s'il n'avait pas été assassiné ? On ne sait pas, c'est vrai, mais la mort l'aura quand même glorifié et grandi et fait rentrer dans l'histoire de France. Jaurès est un mythe et c'est peut-être encore un peu plus qu'un mythe. Jean Glavany, ancien ministre et député socialiste. C'est aussi une voix qui, parce qu'elle a marqué son cercle, a aussi laissé une trace durable et qui compte encore. Vous venez d'écouter Les grands crimes de l'histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les grands crimes de l'histoire est un podcast coproduit par Initial Studio et Morgane, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Morgane. Cet épisode a été écrit et réalisé par Imen Gouali. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix d'Alix Martineau.